Oui, alors j'ai adressé mon exposé effectivement plutôt un peu version technique ou méthodo, mais pas que CMR. Alors je sais pas, j'ai peut-être dérapé là déjà, mais voilà. Essayer d'amener des éléments sur cette question dénominateur, oui, non, quand est-ce que c'est intéressant. Voilà. Donc il y a 3 parties. Finalement, j'ai commencé par on se pose la question d'estimer les densités, et puis finalement peut-être que derrière c'est des tendances qu'il faudrait aller estimer, ce sera peut-être plus riche. Estimer des taux de prélèvement, donc pour ces 2 exemples, je vais prendre le renard. Et estimer la survie, là on est en CMR, et on va en parler. Ça sera la fin de la main. Estimer des densités, j'ai pris l'exemple du renard, vous connaissez peut-être la technique. En fait, on va la nuit et on va compter des renards à l'aide de phares qui sont puissants. La méthode est assez standardisée. Donc on parcourt des kilomètres et on construit ce qu'on appelle communément un indice kilométrique d'abondance. C'est-à-dire, on ramène... je vais utiliser ça, oui, super. On ramène le nombre de renards observés à la longueur qu'on a parcourue. OK. Et si on voulait estimer la densité, en fait, il nous faudrait estimer la largeur sur laquelle on a éclairé. Mais dès qu'on est sur le terrain, on se rend compte qu'on ne la connaît pas bien, cette largeur. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que finalement, le numérateur, en l'occurrence, le grand N, l'ensemble des renards qui sont présents sur le terrain, on ne les a pas observés. Donc, c'est développer une méthode, c'est la méthode distance sampling qui commence quand même à être bien connue maintenant et qui est utilisée sur plein d'espèces, mais là, on a essayé de l'adapter au renard. Et cette méthode, elle consiste en quoi? Elle consiste à, en même temps qu'on fait le comptage, à prendre les distances entre le transect parcouru et l'observation du renard pendant la nuit. Ça se fait aussi sur des points très très bien et de plus en plus. Et avec cette donnée-là, cette information en plus, on va être capable de construire une courbe qui est juste l'histogramme de à quelle distance j'ai observé mes renards. Et on construit ce qu'on appelle une probabilité de détection. Bon, ça, c'est un petit peu de modèle, mais finalement, ça se fait assez bien. Et donc, on va transformer notre formule. On estime, en fait, la proportion d'objets que j'ai détectés. J'attire votre attention sur le fait qu'on ne connaît pas le grand N. En fait, on estime directement la proportion. On n'est pas passé par la case dénominateur, parce que de toute façon, on est incapable de le faire. Mais avec cette méthode, on est capable d'estimer justement, en théorie, les densités. Donc c'est une situation où, je le répète, on estime une densité d'objets, là c'est des renards, sans avoir le grand N, l'ensemble des renards présents sur le territoire d'étude. Donc tout ça est bien décrit en méthodo, retenez peut-être juste le nom, distance sampling. C'est vraiment une méthode qui n'est pas super compliquée et qui est intéressante à mettre en œuvre. Ensuite, on s'est dit oui, d'accord, on a des territoires, on a des densités, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe à une échelle un peu plus vaste? Et finalement, la question la plus intéressante, c'est pas tellement le point de la densité une année donnée, c'est comment ça évolue. Donc, c'est ce qu'on appelle les tendances évolutives. Donc là, je vous présente ici un travail qu'on a fait en 2013 auprès des fédérations des chasseurs qui font des comptages la nuit assez régulièrement. On a calibré un protocole, c'est-à-dire qu'on a mis des conditions sur la façon dont ça a été réalisé pour récupérer des données. On a récupéré des données d'indice kilométrique d'abondance sur 166 territoires qui sont répartis ici en France. Donc c'est assez hétérogène quand même. Bon, avec ces IK, donc ça veut dire des IK suivis pendant 10 ans, suivant quand même un protocole assez standard. On a estimé et on a regardé la tendance évolutive des populations de renards sur ces sites et on a conclu que l'indice kilométrique était d'environ 0,4 renards observés au kilomètre parcouru, avec une tendance significative à l'augmentation de l'IK sur une période de 10 ans, donc entre 2004 et 2013, sur les territoires qui faisaient plus de 50 km², c'est-à-dire les rouges et les verts, parce que vous voyez que la courbe de tendance et son intervalle de confiance, c'est relativement plat. Donc notre conclusion, c'est que sur ces territoires, et là on prend un raccourci, mais disons globalement en France, sur ce qu'on a là, on a plutôt une relative stabilité, peut-être une tendance faible à l'augmentation. D'accord, ça c'est les tendances. Et on a fait un petit travail pour essayer de reswitcher sur l'estimation de densité. Donc ici, vous avez une quinzaine de territoires sur lesquels on a fait du distance sampling.
Et en fait, on se rend compte que la probabilité de détection, à l'échelle où on travaille sur le renard, c'est pas du tout vrai sur toutes les espèces, mais dans notre protocole, elle est finalement assez commune. Donc on peut prendre un raccourci pour passer de l'indice kilométrique à la densité. Donc c'est pas très juste, mais ça donne une valeur globale. Et donc l'approximation, ça donne à peu près 1 renard au kilomètre carré, avec sur les territoires une densité qui évoluerait entre 0,5 et 1,5 renard au kilomètre carré. Donc là, on est content, entre guillemets. Par rapport à la demande, c'est quoi les densités en renard? On a un outil qu'on peut proposer pour essayer d'estimer ça, et on commence à être capable d'estimer des tendances évolutives et de continuer de surveiller ce qui se passe. Mais finalement, la densité, c'est une partie de la question, parce que juste derrière, la question qui est fréquemment formulée, c'est quel est l'impact des prélèvements sur les populations. Donc la deuxième partie du travail, ça a été d'essayer de calculer des taux de prélèvement. Donc là aussi, on est sur un rapport. On va essayer de mesurer le nombre de renards qui ont été prélevés sur un territoire et de le rapporter au nombre de renards qui étaient présents. Donc pour ça, on a développé une étude et une méthode. On a estimé les densités par la méthode distance sampling. On a mesuré les prélèvements, ce qui n'est pas une mince affaire pour le renard, parce que vous le savez, il est prélevé de multiples façons tout au long de l'année. Et on a analysé la structure d'âge, de sexe des prélèvements, c'est-à-dire qu'on a récupéré tous les renards pour les examiner, estimé la reproduction. À partir de la reproduction, on a pu estimer le nombre de renards qui étaient nés au cours de l'année, et donc estimer le nombre de renards qui étaient présents sur un territoire. Donc ça, c'est la méthode qu'on a utilisée, et on l'a appliquée sur 2 sites dans l'Aube entre 2006 et 2012, et 3 sites avant en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, entre 2002 et 2008. Des territoires qui faisaient donc 200-250 km² à peu près. Sur l'Aube, je précise qu'en fait, on a travaillé pendant 3 ans avec des prélèvements dits intensifs, c'est-à-dire bien au-delà de ce qui se pratique communément. On a travaillé avec les fédérations et les piégeurs, et ils ont vraiment essayé de baisser les densités, c'est-à-dire qu'ils ont fait des prélèvements très très importants, et ils ont mis en place dans l'Aube du tir de nuit. Donc là, on prélève vraiment la population de renards de manière intensive. Quels sont les résultats sur cette étude, pardon ? Dans l'Aube, vous avez la petite flèche là qui indique les tirs, les opérations pendant les 2 phases, les 3 premières années puis les 3 suivantes. Donc dans les 3 premières années, sur le territoire de la Sarthe, on n'a pas pratiqué de prélèvements intensifs. Par contre, dans le Barrois, on a pratiqué des prélèvements intensifs, et ensuite on a inversé. C'est une méthode qui se rapproche un petit peu d'un schéma expérimental et qui permet mieux d'inférer sur l'effet vraiment qu'on essaye de mesurer, c'est l'effet des prélèvements. Donc sur ces territoires, on avait une densité qui était d'à peu près 0,9 avant les prélèvements intensifs et qui a diminué de manière significative quand on a appliqué des prélèvements sur les populations de renards. Bon, jusque-là, pas de surprise. Donc on a une diminution assez nette lors de prélèvements intensifs. On remarque déjà que dès qu'on arrête, les densités reviennent à leur niveau. On a encore des courbes 2 ans après, elles reviennent à leur niveau initial en à peu près 3 ans. Par contre, en Ille-et-Vilaine, là où les gens sur le terrain ont mis en place des efforts importants, finalement, on n'a pas du tout observé de baisse de densité. On avait des densités à l'origine qui étaient plutôt au-delà de 1 renard au kilomètre carré, donc ça c'est à noter. Et en fait, on a une stabilité, voire une augmentation, alors même qu'on pense faire des prélèvements intensifs. D'où l'intérêt de passer à des taux de prélèvement, c'est-à-dire d'essayer de mesurer vraiment ce qu'on a prélevé. Donc on a fait un modèle qui, alors là je suis aussi dans un taux, c'est le taux de croissance, qui est le rapport de la densité à l'année n+1 sur la densité à l'année n. Donc on approxime le taux de croissance de la population de renards de cette façon-là, et on a essayé d'étudier les effets sur ce taux de croissance, du taux de prélèvement, de la densité qu'on avait à l'initiale, et de ce qu'on appelle la capacité d'accueil. Donc c'est une mesure qui est théorique, mais qui correspond en fait à la densité théorique à laquelle, si aucun renard n'était prélevé,
la densité à bout tiré en fonction des ressources qu'il y a sur le terrain. Donc c'est un petit peu le terme générique ou vulgarisé vraiment, c'est le taux de remplissage entre guillemets du milieu. Qu'est-ce que donnent les résultats de ce modèle à partir des 5 territoires sur lesquels on a travaillé? Donc vous avez ici une courbe avec le taux de prélèvement en renard adulte en fonction du taux de croissance. Donc ça c'est modélisé. Donc taux de croissance égal à 1, la densité n'a pas bougé, donc on a une stabilité de la population. Tout ce qui est au-dessus, c'est une augmentation de la densité, tout ce qui est en dessous, c'est une diminution, puisque le taux de croissance est en dessous de 1. Donc pour ce graphique, il nous dit quoi? Il nous dit que pour une densité moyenne de 1 renard adulte au kilomètre carré, si on a une capacité d'accueil qui était en fait de 1,5 renard au kilomètre carré, il faut des prélèvements qui sont, voilà, autour de 45-50%, ça dépend des sites, pour baisser effectivement la densité. Donc pour baisser la densité en renard, il faut vraiment appliquer des prélèvements qui sont intensifs. C'est assez cohérent avec ce qu'on connaît de la bibliographie qui a été publiée dans d'autres sites. Ouh là là, j'ai pris trop de temps. Bon, alors je vais zapper. Ce qu'on observe, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a un phénomène de compensation. C'est-à-dire que quand la densité augmente, le taux de croissance diminue. Et inversement, quand on baisse la densité, on a une réponse de la population avec un taux de croissance qui augmente. C'est une sorte de phénomène de compensation qui fait que les prélèvements, en fait, sont moins efficaces. Et si on résume ici, qu'est-ce qui se passe? Quand la densité de la population est assez proche de la capacité d'accueil, si on applique des prélèvements, c'est-à-dire toutes les cases sont remplies, si on applique des prélèvements, finalement, il va y avoir une forte compensation par la survie de ces quelques adultes qui allaient s'installer. Quand au contraire, on est déjà loin de la capacité d'accueil, donc on a plein de vide, on applique des prélèvements, et l'immigration, c'est le phénomène qui est le plus important, va avoir tendance à reboucher très très vite les trous. La situation extrême étant que, théoriquement et même sûrement dans la pratique, on obtient des densités qui sont plus fortes qu'avant prélèvement. Le troisième volet, je vais aller très très vite. La survie de la fouine et de la martre. On a fait une étude longue, on a équipé 40 martres et 40 fouines. Et la particularité pour les suivre, aussi longtemps que possible, donc là en moyenne c'était 8 à 10 mois, et on les a récupérés, on a essayé de les suivre, on les a récupérés autant que possible à la mort. Et la particularité, c'est qu'on a étudié la pression de piégeage, c'est-à-dire qu'on a fait des enquêtes auprès des piégeurs pour connaître vraiment à quel effort, pression de piégeage ces animaux étaient soumis. J'arrive à la CMR. On a fait un modèle de capture, marquage, recapture, multi-événement. Alors c'est quoi cette bête? Le modèle, c'est qu'on va étudier le devenir de chaque animal en faisant une matrice. Donc on va se dire, un animal est marqué avec un collier. Il y a deux situations, où il survit, ou il meurt. S'il survit, c'est avec une probabilité S, c'est ce qu'on cherche à estimer. S'il survit, et que le collier a bien marché, en plus je l'ai détecté. Ou alors, le collier ne marche plus, donc je n'ai pas pu le détecter. S'il est mort, il peut être mort de piégeage ou de chasse, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous intéressait, ou alors il peut être mort d'une autre cause. On construit de cette façon-là une matrice avec toutes ces probabilités à estimer, et notre jeu de données, où on a suivi tous les animaux, en fait on a réduit sur des pas de temps de 4 semaines, à peu près 1 mois, on construit cette matrice du devenir à chaque étape, tous les mois, de chaque animal. Pardon. Sans oublier les animaux qu'on a perdus de vue, et comme en plus on les a récupérés au moment de la mort, notamment à travers les données de piégeage, on avait en fait du multi-événement. De cette façon-là, on arrive à estimer des survies. Donc là, c'était de la survie mensuelle. Le modèle nous donne la survie mensuelle. On estime la survie annuelle. Alors, ce qui vous intéresse peut-être, c'est que la survie annuelle sur les adultes, fouines et martres dans la zone de Bresse était de 0,49, ce qui est quand même pas très fort. Avec une mortalité liée au piégeage, d'après les estimations du modèle, c'est non biaisé, d'à peu près 20% pour les 2 espèces. Une mortalité d'autres causes, donc d'à peu près 30%, ce qui est quand même énorme. Et la majorité des autres cas de mortalité, puisqu'on a procédé aux examens des animaux, c'était de la mortalité par collision routière. C'est un autre élément qui me semble important du point de vue de la biologie. On a réussi à montrer un effet de la pression de piégeage
sur les courbes de survie chez la fouine, qui n'est pas présent chez la martre. Je vais passer très vite, c'est l'élément à retenir en écologie. Et comment on a des hypothèses pour expliquer ça. Donc vous avez la zone d'étude sur laquelle on a travaillé. Ici, vous avez la densité de probabilité, donc l'intensité du piégeage. Plus c'est sombre, plus sur cette zone-là, il y avait une intensité de piégeage forte. Les localisations des animaux qu'on a suivis, et donc, je voulais juste vous le dire, l'estimation qu'on a faite de nos survies, elle se fait sur les secteurs qui ont été le plus fortement piégés. Et je pense que c'est ce qui explique que les deux populations survivent quand même assez bien depuis de nombreuses années dans ce site. La conclusion. Finalement, calculé, on est souvent, je voulais parler de ça parce qu'on est souvent arc-bouté sur « donnez-moi l'abondance, donnez-moi l'effectif, donnez-moi la densité ». C'est qu'une étape, elle est peut-être intéressante, mais pas forcément. Les tendances évolutives en termes d'abondance, c'est peut-être plus intéressant. Calculer un taux, il y a calculer un taux, ça peut être une solution quand on n'a pas le dénominateur, qui est vraiment intéressant. Donc le taux de survie, le taux de mortalité, le taux de prélèvement, c'est des choses qui nous permettent d'avancer, je pense, dans nos connaissances de la dynamique de POP. Et sur les espèces de petits et de moyens carnivores sur lesquelles je travaille, il faut garder en tête qu'à aujourd'hui, on n'a pas de possibilité parfois de faire une estimation de densité correcte, parce que les études sont longues, elles sont difficiles à mettre en œuvre, elles sont coûteuses. Donc il reste encore beaucoup de choses et de connaissances à acquérir. Et le dernier élément, c'est l'échelle spatiale, parce que nous, on a travaillé un territoire d'études et c'est inenvisageable à des territoires plus grands. Et temporel, les études sont longues pour avoir des résultats. Et ça, c'est souvent pas compatible avec les éléments de gestion qu'on nous demande, les réponses de type réglementaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci.